Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, rôle et responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso. C'est le thème officiel du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Mais en pleine période de transition, le soulèvement populaire est encore dans tous les esprits. Alors que la France se félicite de la libération de son dernier otage, Serge Lazarevitch, la colère monte au Mali. Les surveillants de prison fustigent la libération de plusieurs prisonniers en guise de monnaie d'échange. L'un d'entre eux avait tué leurs collègues dans une tentative d'évasion. Le nouveau gouvernement d'union nationale en question en République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités de l'opposition ont rejoint la majorité dans ce que cette dernière considère être un gouvernement de cohésion nationale. Les Burkinabés célèbrent ce jeudi le 54e anniversaire de l'indépendance nationale, un jour particulier en pleine transition politique du pays. Ainsi, c'est la ville de Dédougou, située à 250 km de Ouagadougou, la capitale, qui accueille les festivités. Birama Saounera. Le Burkina Faso fête ce jeudi le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le thème retenu cette année est rôle et responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso. Une célébration qui intervient quelques semaines après l'insurrection populaire qui a entraîné le départ de l'ancien président Blaise Compaoré de la tête du pays. Cette année, la célébration de cette fête est marquée par le contexte de la transition politique. La première fois, effectivement, que les nouvelles autorités vont devoir gérer cette célébration de la fête nationale de l'indépendance. Mais je crois aussi que, compte tenu aussi du contexte actuel, les nouvelles autorités se feront fort, effectivement, de faire en sorte qu'on sente plus l'osmose entre les gouvernants et les gouvernés dans le cadre de la commémoration de cette fête-là, nationale de l'indépendance. Depuis 2008, le gouvernement burkinabé a décidé de célébrer la fête de l'indépendance de manière tournante. Cette décision favorise un développement rapide des différentes régions du pays. Cette année, le 54e anniversaire de l'indépendance du pays des hommes intègres se tient à Dédougou, dans la région de la boucle de Mouhon. Dans ce cadre, plus de 17 milliards de francs CFA sont investis dans des projets de développement de la ville de Dédougou et environ. Là et que c'est une occasion de éventuellement mettre à profit, en tout cas réaliser des choses d'utilité publique pour la ville, pour les citoyens de Dédougou, les Dédoulais. Mais en l'occurrence, je n'attends rien d'extraordinaire au sortir de cette fête-là, parce que de toutes les façons, je pense que nous gagnerions à nous mettre au boulot, à retrousser nos manches, plutôt qu'à fêter une indépendance qui n'a pas cours. Au pays des hommes intègres, les festivités ont mobilisé près de 8000 personnes, notamment pour les traditionnels défilés civils et militaires. Le 11 décembre, date à laquelle a été proclamée la République de Haute-Volta en 1958, constitue pour le Burkina Faso un repère de grande importance. C'est cette date qui a été retenue pour la célébration de l'indépendance acquise le 5 août 1960. Le Burkina Faso directement concerné par le dernier rapport du réseau de lutte anti-corruption. Le coût de la vie et le niveau de pauvreté ont été mis en corrélation avec le niveau de corruption. Pour l'organisation, la solution réside dans une proposition de loi soumise à l'Assemblée nationale en 2012. Les explications de notre correspondant au Burkina Faso, Wenjam Valentin Compaoré. Le RENLAC, Réseau national de lutte anti-corruption, veut venir à bout de la corruption au Burkina Faso. Ce réseau a organisé sa 9e édition des Journées nationales de refus de la corruption du 1er au 9 décembre. Objectif, sensibiliser les populations sur ce phénomène qui ralentit le développement du pays. Ainsi, selon son dernier rapport en 2013, la corruption au Burkina a augmenté de 9 points par rapport aux années antérieures. Et pour contrer ce phénomène, le réseau plaide pour l'adoption d'une loi qui a été soumise depuis 2012 aux parlementaires burkinabés. Lorsque, par exemple, un agent public est nommé à une fonction donnée et qu'avant de prendre fonction, il déclare l'état de son patrimoine, à la fin, à la sortie, il déclare encore l'état de ce patrimoine. Lorsqu'on fait la balance et qu'on se rend compte qu'il y a un écart qui ne se justifie pas au regard en tout cas des revenus légitimes de cet agent public, bien évidemment, il y a lieu qu'on se pose des questions. Selon le RENLAC, les causes les plus fréquentes sont la cherté de la vie, mais aussi la pauvreté. Ainsi, 16 plaintes ont été déposées et les secteurs les plus touchés sont la douane, la justice, la santé ou encore les collectivités territoriales. Ce que moi j'ai pu constater, c'est surtout dans le domaine du foncier.
notamment parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là, les histoires de lotissement où certains maires ont trouvé en ce domaine-là un terreau vraiment très fertile où il peut se faire de l'argent très facilement. Des parcelles sont détournées et vendues systématiquement à des gens qui ont des moyens. Le dernier rapport de Transparency International classe le Burkina au 85e rang sur 175 pays. Pour Lorraine Lac, si la loi venait à être adoptée, elle pourrait devenir un instrument efficace de lutte contre l'enrichissement illicite et les détournements de fonds. Les surveillants pénitentiaires menacent de se mettre en grève à Bamako. Au Mali, ils critiquent la remise en liberté de plusieurs prisonniers en échange de l'ex-otage français Serge Lazarevitch. Leur colère se concentre particulièrement sur le cas de Mohamed Ali Ouadoussen, un Touareg qui avait tué un gardien de prison lors d'une tentative d'évasion. Écoutons les propos de Alexis Calambri, journaliste politique. La libération de M. Lazarevitch a été d'abord un motif de réjouissance au Mali. On a apprécié parce que c'est chez nous qu'il a été enlevé, mais très vite il y a un sentiment de frustration et d'impuissance qui s'est fait ressentir, tant au niveau de la justice que de la société civile. Impuissance parce que on a vu que pour sa libération, ces 4 dangereux terroristes, criminels, preneurs d'otages et islamistes qui ont été libérés, parmi lesquels surtout M. Ouadoussen qui s'était illustré par non seulement il avait pris un otage, mais il avait également assassiné pour s'enfuir un garde de la prison civile de Bamako et qui avait également fait assassiner sa complice avant d'être capturé à nouveau. Donc, les gens sont frustrés. La présidente centrafricaine Catherine Samba Panza reformule sa demande à l'attention de la Cour pénale internationale pour que les crimes commis pendant la crise ne restent pas impunis. Parmi les exactions, la présidente centrafricaine a insisté sur le nombre d'enfants et de femmes directement touchés par la crise. 10 000 d'entre eux auraient été recrutés par des groupes armés au cours de la dernière année et plus de 430 enfants auraient été tués et mutilés, soit le triple qu'en 2013. C'était l'une des recommandations des concertations nationales d'octobre 2013 en République démocratique du Congo. Le gouvernement d'union nationale a été nommé ce week-end. Il se compose de 47 membres avec le Premier ministre Matata Ponyo. Mais l'opposition reste sceptique et se demande si le chef du gouvernement aura suffisamment de marge de manœuvre pour mener à bien sa politique. Les précisions d'Ibrahim Tinjai. Le nouveau gouvernement en République démocratique du Congo est-il un gouvernement d'union nationale ? Plusieurs personnalités de l'opposition ont rejoint la majorité dans ce que cette dernière considère comme un gouvernement de cohésion nationale. Thomas Luaka, numéro 2 du mouvement de libération du Congo, le MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba, détenu à la CPI, est nommé vice-premier ministre en charge du secteur des télécommunications. 2 autres membres du MLC sont devenus ministres de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire. Cependant, une partie de l'opposition réserve un accueil mitigé à ce nouveau gouvernement. Pour nous, c'est un non-événement. Vous savez qu'on n'avait pas participé aux concertations nationales, donc nous ne faisons pas du tout partie de ce gouvernement. Ce gouvernement, on le considère toujours pas comme étant un gouvernement de cohésion nationale parce que la majorité a plutôt procédé au débauchage de certains acteurs politiques dans différents partis politiques. Et donc, ça va plutôt entraîner une réaction rigide de la part de ces différents partis politiques. Ça sera plutôt la désunion qui va aller encore plus loin plutôt qu'une cohésion. Mais pour la majorité présidentielle, le pari de la cohésion nationale paraît être gagné avec cette nouvelle équipe gouvernementale. C'est un gouvernement qui est caractérisé par une forte ouverture, aussi bien vers les forces de l'opposition qu'on va appeler modérées parce qu'elle est républicaine, qui ont participé aux concertations nationales, notamment le MLC de M. Bemba et l'UFC du président du Sénat, M. Kengo.
c'est aussi où il s'est ouvert aussi à la société civile. Il y a des représentants là-dedans, mais également à des groupes de l'opposition qui n'avaient pas participé aux concertations nationales et avec lesquels des contacts avaient été initiés par le président, et notamment les députés de l'UDPS de M. Tshisekedi, qui siège à l'Assemblée nationale. Ils ont un représentant au sein de ce nouveau gouvernement qui vient donc de rejoindre la majorité du président. En cela, nous avons effectivement un gouvernement d'union, un gouvernement de cohésion, bien qu'il reste une partie de l'opposition qui campe sur ses positions, comme c'est son droit. Rappelons que la présidentielle est prévue en 2016 en République démocratique du Congo sur fond de soupçons de modification de la Constitution. Et puis sachez qu'en Côte d'Ivoire, le bras de fer entre les responsables du Front populaire ivoirien concernant l'organisation du Congrès qui doit élire le nouveau président de cette formation politique a des répercussions jusque dans la majorité. Mercredi 10 décembre, le communiqué signé du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko a été lu, confirmant la décision du report du Congrès, une décision prise à travers l'ordonnance du 9 décembre 2014 par le tribunal de première instance d'Abidjan. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.